Bon, eh bien, comme je disais, bienvenue à cette rencontre autour du concept de transit, à partir duquel on essaie de réfléchir sur la complexité des parcours migratoires et justement ces parcours qui ne sont pas des parcours univoques, binaires. Évidemment, cette binarité existe pour certaines catégories de personnes, mais on voit bien que de plus en plus, cette migration, elle passe par différentes voies. Alors, cet après-midi, pour continuer ce dialogue sur la temporalité, ces espaces, les trajectoires migratoires complexes, on a plusieurs personnes avec nous et on a encore très peu de temps. Alors, on m'a demandé d'être sévère avec le temps. Malheureusement, c'est toujours à moi que revient cette tâche ingrate. Mais donc, je vais essayer de tenir le temps, 15 à 20 minutes par personne. Quand on est deux sur une présentation ou trois, ben, vous divisez le temps entre vous. Donc, on va essayer donc de respecter les temps pour pouvoir ensuite discuter parce que comme vous avez pu voir, on avait beaucoup de questions ce matin et on n'avait plus de temps pour discuter. Une chance, il y a eu le lunch. Merci Anna et à la chaire de nous avoir accueillis ce midi aussi au lunch pour poursuivre la discussion. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Anna Triandafilidou. Bon, je n'ai pas besoin de présenter Anna, c'est notre grande patronne à nous tous sur le thème des migrations. Elle va nous parler des migrations de retour comme migration de transit et ce sera une réflexion conceptuelle avec des exemples empiriques. Alors, Anna, je pars mon chrono. OK. Merci. Non, merci à tout le monde. Je suis très contente d'être là aussi pour présenter un travail qu'on a fait avec une collègue qui s'appelle Eda Gami sur les migrations de retour et de transit. Effectivement, on a commencé en pensant en migration de retour de la Grèce et de l'Italie vers l'Albanie. Pour ceux qui ne savent pas, la communauté albanaise, les gens d'origine albanaise en Italie, en Grèce, sont de très grandes communautés d'immigrants. Pour la Grèce, ça reste toujours la majorité de la population immigrée. Tandis que l'Italie, effectivement, maintenant, soit les Marocains, soit les Albanais, qui étaient les communautés plus grandes, maintenant, elles ne sont plus comme les gens de la Roumanie, sont la plus grande communauté, ainsi que aussi la communauté ukrainienne et chinoise. Mais l'origine de notre recherche, ça date déjà des années après la crise financière qui a frappé très durement, soit la Grèce surtout, mais aussi l'Italie qui avait eu des conséquences négatives très importantes pour les populations immigrées qui ont vu leurs emplois. Oui, merci. euh, Oups. Okay. Qui ont vu leurs emplois diminuer décidément et parfois ont subi aussi une dérégularisation. Donc, comme la plupart des fois, les gens avaient des permis de résidence qui étaient de relativement courte durée, disons de 2 ans, 3 ans ou 1 an. Donc, le moment où on perdait le travail, donc comment dire, un exemple assez typique serait qu'il y a le père de famille qui a un permis de... Effectivement, en Union européenne, différemment du Canada, on a un permis de résidence pour de différentes raisons, qui peut être un permis de résidence pour le travail, pour les études, pour réunification familiale. Et il y a le passage entre le statut temporaire et permanent, c'est une question de temps, d'être en emploi, être employé, plutôt qu'une question comment dire, de highly skilled, disons, des examens pour devenir résident permanent. Donc, ces gens-là, pas mal de fois, ils n'avaient pas un permis de temps indéterminé. Donc, le temps, ils perdaient le travail relativement comment dire, dans un court délai, ils étaient au risque de perdre leur statut.
effectivement, ce qu'on a vu, on se demandait quand est le moment où les gens décident de rentrer vers l'Albanie et comment ils prennent cette décision et pourquoi, etc. Mais là, je vais réfléchir sur un point particulier de la recherche. C'est ce on a vu. euh, C'était que le retour n'était pas toujours un retour, mais c'était soit un retour, comment dire, continu, un aller-retour plutôt qu'un retour, ou bien un retour et rémigration. Et là, je peux passer une bonne partie de mes comment dire, minutes comptées pour vous parler de la littérature sur la migration de retour, mais commencer en général, ce qui est important, c'est si les gens sont préparés en fait de préparation pour leur retour. Et on sait maintenant que la littérature, la recherche parle effectivement du retour comme une phase de la migration et pas seulement l'aboutissement d'un projet migratoire qui a duré au long de la vie et qui est conclu, par exemple, c'est pas un Grec vient au Canada, passe presque toute sa vie au Canada et puis rentre pour la retraite en Grèce. On sait que ce n'est plus comme ça, que c'est beaucoup plus dynamique. Et aussi, dans le cas de notre étude, on sait bien qu'il y avait aussi une seconde génération qui était née en Italie ou en Grèce, qui a dû retourner au pays où ils n'étaient jamais été. Bien sûr, ils avaient visité pendant les vacances, mais ils n'avaient jamais été. Parfois, ils ne parlaient pas la langue. Donc, on a tout d'abord voulu conceptualiser le facteur qui pousse au retour parce que on se demandait s'il y a un moment, un turning point, un moment où les gens disent ça y est, il faut que je retourne, je ne peux plus rester. Et donc là, on a distingué entre le facteur positif et négatif. Et le facteur, on a essayé aussi comment dire, logiquement, de distinguer entre le facteur macro, méso et micro, et surtout de comprendre comment le macro et le méso influent sur le micro et si la décision est prise par l'individu ou par la famille entière. Euh, je serais très contente de parler de facteurs, mais je voudrais avancer pour l'instant pour parler un peu plus de la typologie de retour qu'on a trouvé et comment ça s'élit sur la question de transit dont on parle aujourd'hui. Donc, effectivement, quand on pense en retour, en général, on pense à un retour permanent. Comme je disais, quelqu'un comment dire, s'installe, par exemple, au Canada, ou bien un Albanais s'installe en Grèce, et puis à un certain moment, il ou elle dit, OK, c'est le moment, je retourne parce que j'ai achevé mes buts, mes ambitions, ou bien il y a des situations socio-économiques ou familiales qui demandent que je retourne. Et effectivement, c'est bien classique qu'on distingue entre un retour qui a été planifié, même si c'est un retour, comment dire, forcé, c'est un retour on a eu le temps de préparer, ou bien un retour complètement soudain et pas bien préparé. Dans ce cas-là, pas mal de fois, parmi les participants de la recherche, c'était vraiment une question de bonne ou mauvaise chance. Parce que, par exemple, si on avait un permis de résidence de 2 ans ou 3 ans et on perdait le travail au début du nouveau permis, on avait quand même 2 ans pour essayer de retrouver un travail et renouveler le permis. Au cas où, par exemple, quelqu'un avait un permis qui s'achevait au mois de juin, perdait le travail au mois d'avril, il y avait peu d'opportunités de retrouver un travail dans une situation de grosse crise financière. Et pas mal de fois, il y avait le contexte familial, c'est pourquoi on s'est intéressé où le père de famille avait le statut, la mère travaillait, mais son contrat, surtout dans le service, comment dire, des soins, et, comment dire, de nettoyage, etc. Et donc, la mère travaillait sans contrat, mais elle était, comment dire, elle avait un statut légal à travers le conjoint papa et les enfants, effectivement, pareillement. Donc, si le papa perdait le travail et perdait le permis, toute la famille était dérégularisée. Et comme en Grèce et en Italie, il n'y a pas le jus soli, le fait que les enfants étaient nés en Grèce ou en Italie, ça n'avait aucune importance pour le statut de la famille. Et donc, parfois, les gens, surtout en Italie, ils avaient la possibilité de demander un permis de résidence pour 1 an
pour chercher l'emploi. Puis à la fin de ça, ils avaient aussi plus de moyens parce qu'en général, les femmes avaient maintenu leur travail dans le secteur de soins et du nettoyage. Mais en général, l'argent ne suffisait pas pour la famille. Donc là, on a eu plusieurs retours qui étaient assez, comment dire, soudains. Quand même, en général, comme on sait, les migrants ont fait des investissements au pays d'origine. Pas mal de fois, effectivement, ces investissements étaient des investissements sur la maison, comment dire, bâtir une maison, refaire la maison de famille, etc. Mais certaines fois, les gens avaient quand même fait des investissements. Par exemple, ils avaient acheté un immeuble qu'ils louaient. Et donc, ils ont pensé, OK, j'ai cet investissement-là, je vais commencer une petite entreprise en rentrant en Albanie. Donc, et dans ce cas-là, on parle d'un retour permanent. Ce qu'on a trouvé entre nos participants de la recherche, c'était qu'il y avait pas mal de défis, même si on avait bien préparé le retour, parce que les gens n'avaient pas vécu en Albanie pour un temps assez long. Les enfants ne parlaient pas mal de fois la langue et ils n'avaient plus le réseau dont ils avaient besoin pour retrouver un travail ou bien pour commencer une entreprise. Mais et là, je pense que ce sont les défis du retour qu'on trouve dans toutes les recherches. Mais peut-être ce qui est plus intéressant pour aujourd'hui, ce qu'on a, nous, on a appelé le retour occasionnel et le retour transnational, deux types de retours temporaires, disons. Et quand même, peut-être, on se demande si le retour puisse jamais être permanent. Qu'est-ce que ça veut dire, le permanent vers le temporaire? Mais le retour occasionnel, ça a effectivement été possible grâce à la proximité géographique entre les trois pays, l'Albanie et la Grèce et l'Albanie et l'Italie, et même la Grèce et l'Italie, parce que parfois on avait aussi des expériences migratoires où les gens d'abord avaient été en Grèce, puis ils s'étaient déplacés en Italie. Pas mal de familles qui avaient par exemple des cousins en Italie ou en Grèce, et puis ils étaient en train de rentrer en Albanie. Mais là, la proximité géographique permettait un genre de ce qu'on appelait un retour transnational, où par exemple un des deux parents était rentré, essayait de créer une situation en Albanie et l'autre parent avec les enfants restait en Italie ou bien en Grèce. Et pas mal de fois, on a trouvé ces retours parmi les gens qui avaient achevé un permis, qui avaient eu un permis de résidence à durée indéterminée ou bien à durée de 10 ans. En général, en Italie, c'était une durée indéterminée. La Grèce, après, effectivement, 10 ans de résidence légale dans le pays, on pouvait avoir un permis de résidence de 10 ans, ce qui donnait effectivement une bonne possibilité temporaire de faire l'aller-retour entre les deux pays. Et donc, on trouve cette situation où le nucléus familial reste en Italie, en Grèce, ou bien un des deux parents rentre en Albanie, ou bien, comment dire, le contraire, où un parent et les enfants rentrent en Albanie, où la vie coûte moins cher, où ils ont une maison, etc. Et l'autre parent essaye de faire des travaux temporaires, des travaux de n'importe quel genre, et envoyer l'argent en Albanie. Donc, on a ce type de retour très, comment dire, fluide, si vous voulez. Et ce qui, quand même, pose la question, est-ce que ça, c'est un retour? Et le deuxième type de retour transnational dont on a vu, c'était plutôt un retour qui impliquait d'autres pays. Donc, une famille qui habitait en Italie, dont les enfants étaient adolescents ou jeunes adultes, et là où un enfant partait en Autriche, à Vienne. 3 minutes. Oui, OK. Un enfant partait en Autriche, un parent partait en Albanie, et les deux restaient en Italie. Et puis, ou bien la famille allait en Albanie et quelqu'un allait en Grande-Bretagne. Et ils étaient, quand on les a interviewés, ils étaient au moment où ils disaient qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on reste ou bien est-ce qu'on remigre, ce qu'on a appelé le onwards migration. Et, et bien sûr, là, il faut quand même, comment dire, reconnaître que l'Europe, même si la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne, à l'époque, il faisait encore partie, et aussi que
l'Union européenne ou l'Europe, si vous voulez, est un espace assez, comment dire, homogène, assez intégré économiquement et socialement, dont les gens pensent de la migration d'une façon un peu, comment dire, circulaire ou, si vous voulez, fluide, comme je disais. Mon dernier point concerne la question de retour, réintégration et rémigration du point de vue conceptuel. Tout d'abord, que pas mal de fois, quand on parle du retour, on parle du retour soutenable. Mais comme retour soutenable pour les politiques publiques, c'est un retour où on trouve un emploi, c'est ça. Si on trouve un emploi, on a eu un retour soutenable. Et là, notre recherche a démontré que c'est très important de faire payer attention aux relations sociales en général, compétences linguistiques de la langue du pays, mais aussi, par exemple, compétences linguistiques en italien, qui étaient très bien vues en Albanie, qui facilitait la réintégration et général la reconnaissance des gens du pays si le migrant qui retourne, le migrant de deuxième génération est quelqu'un qui appartient ou pas. De l'autre côté, si on parle de la migration, le fait qu'on trouve un emploi dans le pays de retour ne veut pas dire qu'on ne va pas réessayer de remigrer parce que parfois les motivations pour lesquelles on est parti restent les mêmes. On n'est pas content avec les conditions socio-économiques, on n'est pas content avec les conditions de l'infrastructure ou bien de la possibilité de carrière, d'éducation, etc. Et, et là, je voudrais dire que toujours en pensant à la question du transit, il faut intégrer à notre notion du transit toute la gamme, disons, des retours différents et aussi la réintégration. Je ne pense pas que la réintégration est la fin de la migration nécessairement. Et ce qui quand même pose la question si, comme je disais, je crois ce matin, si même la question du transit ait un sens, car toutes les migrations peut-être sont des migrations de transit. Et je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Anna. C'est un... Oui, c'est bon. Okay. C'est très intéressant, Anna. Je voulais juste rappeler aux gens que Anna a fait quand même 67 entretiens entre 2014 et 2017 pour son étude. J'ai eu le bonheur de lire son chapitre et c'est effectivement, je ne sais pas si c'est un chapitre qui circule entre tout le monde, mais je vous le recommande car c'est très intéressant sur le plan théorique aussi parce qu'on voit comment à partir de la notion de retour, on peut théoriser des parcours migratoires. Et c'est intéressant aussi dans le contexte des politiques publiques parce que je n'ai pas l'impression que les pays se préoccupent de cette question autant qu'ils se préoccupent de la sélection et du recrutement des immigrants. On s'interroge très peu sur, en fait, les retours, mais vous savez, le Canada est aussi un pays de transit. Là, je n'ai pas les statistiques, mais régulièrement, on entend parler de tous ces migrants qui s'en vont aux États-Unis, qui viennent au Canada, puis qui s'installent au Canada pendant de nombreuses années, mais qui finalement s'en vont vivre aux États-Unis. Alors, on peut aussi appliquer probablement cette catégorisation, même à certains des cas canadiens. Alors, nos prochaines intervenantes, évidemment, on aura l'occasion d'y revenir dans la discussion. Nos prochaines intervenantes nous amènent justement au Canada pour nous parler du privilège et la blanchité de l'immigration française au Canada. Et on a le plaisir d'accueillir Amélie Barras de l'Université York et Jennifer Selby de l'Université Mémorial. À vous deux, la parole. Merci. Donc, je vais commencer. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup à tout le monde qui nous ont invités et toute l'hospitalité aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, nous aimerions partager nos analyses préliminaires sur des entretiens qualitatifs avec 100 immigrants français à Montréal et Toronto dans ce papier intitulé « Le privilège et la blanchité de l'immigration française au Canada ». Et cette présentation fait partie d'un projet plus large que nous menons qui s'intitule « La laïcité en mouvement ». Oui,
Alors, juste un petit peu sur le plan de notre présentation. Donc, d'abord, on va vous parler des théories qui sont sous-jacentes à nos approches générales. Donc, nous, on s'intéresse beaucoup aux questions de sécularité, de religion. Et là, dans ce papier en particulier, c'est les émotions et les sensibilités séculaires de nos participants. Donc, on va discuter un peu de ça. On va vous présenter la méthodologie et puis ensuite nos résultats préliminaires. Donc, au niveau de la théorie, les sensibilités séculières notre idée, c'est que les sensibilités séculières ont leur propre habitus, des façons d'être, des émotions, des manières d'agir, de vivre dans le monde. Il y a toute une littérature sur ça. Il inclut Neil Fergole qui dit en anglais, The habitations of the secular are not transmitted naturally and implicitly, but on the contrary, become part of a project of modernity. Donc, nous proposons qu'ils apparaissent souvent quand les gens blancs sont interpellés sur leurs identités religieuses ou raciales dans l'espace public. En France, ces identifications sont beaucoup plus taboues qu'au Canada. Comme vous le voyez dans cette image, qui provient, vous le connaissez peut-être, d'un projet de loi québécois de 2013 proposé par le Parti québécois, qui avait pour but de réguler les signes religieux dans la fonction publique. Un hijab et une kippa sont considérés comme étant trop religieux et comme blessant les sensibilités séculières et l'identité laïque de la nation du Québec. Par contre, une petite croix ou les boucles d'oreilles avec un croissant sont considérés comme acceptables. Donc ici, nous regardons ça juste comme un exemple, en fait, de sensibilité séculière qui a circulé dans la province de Québec. L'autre point intéressant, c'est que tous les individus sur cette affiche ne sont pas des vrais humains, mais des mannequins blancs. Pour nous, ceci est une illustration, comme je viens de dire, d'une sensibilité séculière au Québec. Et donc, dans notre recherche, en fait, enfin, on voit ces sensibilités et ces émotions, et vous allez le voir, se manifester et quand ils sont rendus visibles, en fait, dans certaines situations. Donc, quand on parle avec nos intervenants, enfin nos participants, c'est dans la manière dont ils se définissent comme non religieux, par exemple, dans la manière dont ils vont, pour eux, certains comportements ou certaines questions vont être vues comme trop religieuses ou problématiques. Ou aussi dans leur réaction à des questions autour de leur race. Et vous verrez aussi dans la manière dont ils se définissent en tant qu'expatriés et souvent à l'opposé d'immigrés. Donc, ça ressort à certains moments-là et on va vous montrer ça. OK. Donc, une question, c'est pourquoi est-ce qu'on aborde ces questions vis-à-vis des immigrants français? C'est parce que depuis 2008, les Français constituent en effet le premier groupe migratoire au Québec et le 9e au Canada. Environ 72 000 personnes françaises habitent à Montréal et 13 400 à Toronto. La migration des Français hors du Québec est favorisée par plusieurs programmes. Comme vous le savez sûrement dans ce groupe, il existe un certain nombre d'accords qui accélèrent la migration française au Québec, notamment par le moyen de visas de travail et d'études. Donc, comme disait Amélie, en 2022 et 2023, nous avons interviewé 100 participants immigrants français de première génération qui ont été élevés en France et qui résident présentement dans ces deux villes. Et maintenant, nous nous tournons vers les données plus générales sur la migration française au Canada. Oui, et il faut juste que je rajoute, parce que j'ai oublié de le mentionner avant, mais ce qui est intéressant, vous allez écouter des audioclips de nos participants, parce qu'on a eu l'approbation éthique, en fait, et donc vous allez pouvoir entendre leur voix bientôt. Donc, juste pour vous mettre ça en contexte. Donc, pour avoir un peu plus d'informations sur nos participants, ça, c'est des données générales, en fait, qui ont été partagées par notre collègue Sarah Willikins-Laflamme à Waterloo, et c'est basé sur des données de Statistique Canada de 2021. Donc, l'immigration française, elle tend à être une immigration récente. Donc, vous pouvez voir sur le graphe, un quart des personnes sont arrivées entre 2011 et 2021. Il y a des différences intéressantes entre l'Ontario et le Québec. Donc, il y a un taux beaucoup plus élevé de personnes nées en France et résidant actuellement au Québec qui sont des résidents non permanents, donc qui sont sur visa étudiant, PVT, des choses comme ça, par rapport à celles résidant en Ontario. Donc, il y a 12%
en Ontario. Et puis, un taux beaucoup plus élevé de personnes nées en France et vivant en Ontario qui ont immigré aux alentours des années 80 ou avant les années 80 par rapport à celles résidant au Québec. Donc, l'immigration en Ontario est une migration plus ancienne et plus permanente. Donc, ça, c'est assez intéressant à noter. Ici, c'est Canadian citizens by birth, ce sont des binationaux. Oui, c'est ça. Oui, Exact. bonne question. Ici, ces données proviennent de la France et on voit qu'il y a beaucoup de personnes, ça c'est des données de 2018, qui se considèrent comme non religieux. Ça, c'est important pour nous parce que nous sommes intéressés par les gens non religieux qui immigrent au Canada. Et donc là, c'est encore quelque chose d'assez intéressant parce qu'on voit le profil religieux ou non religieux des immigrants. Et donc, on voit qu'au Québec, il y a beaucoup plus de Français qui s'identifient comme non religieux, enfin plus de Français qui s'identifient comme non religieux. Et en Ontario, il y a moins de personnes qui s'identifient comme non religieuses et plus de personnes qui s'identifient comme catholiques. Et ça, c'est intéressant. C'est pas surprenant nécessairement parce que l'immigration en Ontario est quand même plus ancienne et le phénomène de la non-religion et l'identification de la non-religion avec cette catégorie-là est plus récent. Et puis aussi, ça corrobore ce qu'on a entendu dans nos entrevues parce que des personnes qui sont plus religieuses semblent se sentir plus attirées par l'Ontario, qui leur apparaît dans leur imaginaire comme une province plus ouverte, plus tolérante que le Québec. Donc, voilà. Nous voudrions maintenant aborder de manière plus qualitative les données que nous avons recueillies auprès de nos participants. Donc, l'année moyenne d'arrivée de 2012, qu'il inclut, par exemple, des gens qui sont venus pour des courts séjours, des étudiants, des gens avec le visa PVT, ainsi que ceux qui sont installés à Toronto et Montréal depuis plus longtemps. Plus que la moitié de nos participants ont la citoyenneté canadienne. À l'exception des étudiants de premier cycle et des diplômés vivant dans des situations financières plus précaires, la plupart de nos participants sont des élites hautement qualifiées. Vous voyez ici quelques informations sur le genre. La majorité sont des Caucasiens et vous voyez qu'en fait, ils viennent de tout partout autour de la France. Nous avons recruté ces participants à travers de nos propres réseaux, de groupes Facebook axés sur les migrants français, sur des affiches. On va faire de la recrutement aujourd'hui. Pour un autre projet, on a des affiches avec nous. Des affiches déposées auprès des groupes universitaires, de groupes communautaires, spécifiquement l'Union française de Montréal, et dans des magasins du quartier du Plateau, ainsi que par le bouche à oreille. Et là, juste ici, c'est juste pour vous montrer un peu les affiliations religieuses et non religieuses de nos participants. OK. Pour l'intérêt du temps, on va continuer. Ici, en fait, on veut tourner vers entendre l'expérience migratoire de la grande majorité de nos participants, qui est marquée par une facilité d'intégration culturelle dans le marché de l'emploi. Donc, on va les entendre ici dans un moment. J'espère que ça va fonctionner. Je mets le micro, I'll put the mic right by the... Je pense que I have to turn the volume on, though. OK. Alors, vous entendez? Les gens. Malgré, il y a quand même mais I have to have the volume on to be able to hear the... I am muted, yeah. Oh, you are. OK.
Ceci est aussi, donc, ceci est aussi indicatif du privilège et de l'élitisme de ces immigrants. Claire, la première personne, travaille pour une grande boîte, et Merwan en finance, et aussi de la manière dont cette immigration est facilitée par les politiques publiques. Oui, et puis alors, juste pour parler brièvement de transit, mais pour un certain nombre de nos participants, et plutôt les participants qui étaient assez jeunes, l'idée de vivre au Canada, c'est un transit. Mais enfin, c'est un transit un peu différent. Là, on parle d'une immigration des gens mobiles, cosmopolites, et qui souvent travaillent pour des boîtes internationales, qui se considèrent, et là, il y a un débat sur des blogs aussi, ils se considèrent expats. Enfin, il y a souvent expatriés et moins immigrés, ce qui est intéressant, et on voit le privilège dans cette catégorie-là. Donc, on a plusieurs participants qui nous ont parlé qu'ils espéraient aller en Espagne ou dans le sud de l'Europe après leur séjour au Canada. Et c'est aussi parce qu'ils sont rarement sujets à des politiques de surveillance ou de régulation. Donc, c'est intéressant, on voit le transit un peu différemment. Ouais. Ici, on voulait partager la réponse de plusieurs de nos participants. Ici, on va écouter Assis sur cette question qu'on leur a posée au début de l'entretien. Comment décririez-vous votre origine ethnique ou raciale? J'espère qu'on pourrait... ça. Donc, nos participants... Nos participants, comme vous pouvez l'entendre, expriment une certaine gêne quand on aborde des questions reliées à la race et de l'ethnicité. Les seuls qui expriment moins de gêne dans notre échantillon sont des participants racialisés et relativement jeunes, c'est-à-dire des gens entre 20 et 40 ans, probablement parce qu'ils sont souvent plus interpellés sur leur identité au Canada et en France. Ils ont plus d'habitude de réfléchir sur ces questions. Nos participants caucasiens n'ont clairement pas été interpellés de la même manière dans leur jeunes, mais ils ont appris à se familiariser à ces concepts au Canada, comme le disent Claire, Jeanne et Louise ici. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a cette gêne, donc on voit cette gêne qui arrive avec cette catégorisation qui n'est pas une catégorisation qu'il y a en France, en fait. On voit des gênes similaires autour des questions sur la religion. Ou quand nos participants sont confrontés à des signes visibles religieux, trop religieux pour eux, ou quand on leur pose des questions sur leur propre religion. Donc là, on a le cas d'Eliott qui décrit sa rencontre avec Fatima, qui est à Montréal et qui est une femme musulmane d'origine algérienne qui va s'occuper de son fils.
Et il décrit sa gêne quand il réalise que Fatima porte un hijab. Il est surpris et il nous explique qu'il est surpris parce qu'il a peur que son fils, qui est né d'une mère porteuse avec des parents homosexuels, soit discriminé. Puis on entend cette émotion dans sa voix. Oh, so I should turn it on? Okay. Quand on est allé visiter la galerie, c'est vrai que C'est intéressant parce qu'on voit qu'il a cette sensibilité, cette émotion qui ressort, c'est presque viscéral, non? Quand il se rencontre cette femme, mais c'est une réaction qui évolue avec son vécu au Canada et son vécu au Québec. Donc ces émotions changent en fait. Et donc ça c'est aussi assez intéressant par rapport au parcours migratoire de nos participants. Tournons-nous vers Toronto. Annabelle est arrivée en Ontario en 2015, initialement attirée par les possibilités de travail. Elle apprécie l'accueil des écoles publiques en Ontario et a transféré un de ses enfants en raison de ses défis d'apprentissage dans une école catholique francophone. Ici, elle explique ses émotions quand on lui a demandé sa religion au moment de l'inscription. Donc ici, elle explique ses émotions. Elle décrit sa réaction viscérale face à des questions aussi ouvertes sur sa religiosité par l'école de ses enfants. Pour nous, l'invisibilité de la religion et les réactions émotionnelles que les questions autour de cela créent sont un signe de différence dans les sensibilités séculières entre la France et l'Ontario. Et donc finalement, ce qu'on voulait un peu partager avec vous aussi, c'est la vision que nos participants ont du Canada. Et en partie, c'était assez visible chez les participants qui viennent vivre en Ontario et surtout ceux qui viennent d'arriver en fait. Donc ils ont une image de l'Ontario, du Canada comme une terre tolérante, ouverte. Et souvent, les participants en Ontario juxtaposent ça avec le Québec. Et ils voient l'Ontario comme vraiment cet endroit multiculturel et inclusif, à la différence du Québec. C'est ressorti à de nombreuses reprises dans les entretiens, donc c'est assez intéressant. Et ils choisissent l'Ontario pour cette raison-là en partie. Et donc on a ici, je vais juste vous lire une citation, c'est de Charlotte, elle a 22 ans, et elle s'est fait tatouer la tour CN sur le bras. Et elle explique. La tour CN, c'est la première image que j'ai vue en arrivant à Toronto. Je vois la ville comme une énergie. C'est un ensemble de sécurité, l'inclusivité, de bien-être, de sentiment d'être à l'aise, d'être écouté, de respect aussi. Beaucoup de respect des gens dans la rue, dans les maisons, dans les institutions. C'est une évidence de me dire que mon premier tatouage, ça sera le symbole le plus fort. Ça restera mon tatouage le plus important, celui que j'aime le plus et qui a le plus de symboles sur mon ouverture d'esprit. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a très peu de critiques de nos participants de cette idée de multiculturel du Canada ou de référence au passé colonial ou au colonialisme canadien ou au racisme systémique qui pourrait exister ici. Donc, ils reproduisent en fait l'idée qui leur est vendue par les Canadiens quand ils viennent en France faire la présentation du Canada. Donc, c'est assez intéressant. Ouais. En conclusion, pour nous, l'action de la migration d'un contexte politique, c'est-à-dire la France, à un autre, l'Ontario et le Québec, influence les sensibilités séculières. Comme on le voit, les questions de la race, c'est-à-dire sur la blanchitude et de
la religion sont souvent invisibles pour nos participants français et n'ont pas de place dans l'espace public. Mais avec leur migration au Canada, ces identités, pour certains d'entre eux, deviennent plus visibles parce que le contexte politique les interpelle sur ces identités. Nous aussi, on les a interpellés, donc on fait partie de ça. On voit très bien la réponse émotionnelle et la gêne presque viscérale que ces interpellations génèrent. Dernièrement, nous notons que nos participants, grosso modo, ont moins de réflexions sur le passé colonial du Canada, sur le racisme systémique dans les deux contextes. On va terminer là. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup pour un exposé qui, évidemment, suscite beaucoup de questions. Évidemment, je n'ai pas eu vos textes, alors je ne peux pas parler de votre méthodologie, je ne peux pas parler de vos cadres d'analyse théorique et de votre traitement des données. Mais peut-être pour les fins de discussion tout à l'heure, ce serait peut-être bien de revenir sur votre titre « Privilèges et blanchité », parce que votre texte porte beaucoup aussi sur la religion, les sensibilités séculières. Alors, je ne sais pas si c'est le bon titre qui a été donné au texte, mais pour les fins de discussion, peut-être revenir aussi sur comment vous définissez vos concepts clés. Comme ça, on pourra peut-être rattacher vos concepts à toute la réflexion qu'on a aujourd'hui sur le thème des migrations, de la complexité des parcours migratoires. Alors, nos prochains intervenants, nous passons, on a commencé avec une intervenante, 2 intervenants, on est rendu à 3, mais il y aura 2 pour le 4e, mais il y a seulement une personne représentante de l'autre équipe ici aujourd'hui. Alors, on demeure toujours dans l'orbite franco-française avec une présentation d'un devis de recherche et quelques analyses préliminaires sur la mobilité étudiante et les trajectoires complexes, le Code des étudiants français au Canada. Et j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue aux nos collègues du Consulat général de France au Canada. Alors, on a pour parler de cette question Amine Moghadam, Jérémy Mollo et Emma Bouillard. 2 sont ici à Toronto Metropolitan et Emma, vous êtes à... Je suis assistante de recherche ici. Ici aussi, donc 3 personnes de la maison. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup Linda. Merci aussi à votre présentation très dynamique qui, je crois, nous donne des idées pour la suite de notre aventure. Pour le projet que je vous présente donc aujourd'hui sur les trajectoires des étudiants français au Canada. Projet qui est né d'abord d'un intérêt commun entre l'ambassade et le consulat de France au Canada et notre intérêt, ce que disait Anna ce matin, pour développer nos activités de recherche en français. Et en fait, c'était un effet d'opportunité, notre rencontre. Et je dois dire que ce projet est aussi né à travers les échanges et le dialogue que nous avons entamé avec le consulat de France il y a 3 ans, grâce au lien que nous avons établi et le rôle constant et le soutien constant d'Adrien Laroche, que nous remercions ici, et qui nous a permis de nous engager dans ce travail. Alors, on est au début de ce projet. C'est un projet qui a démarré en septembre dernier. Vous connaissez les protocoles d'éthique au Canada et donc le projet a été ou alors on amène les Français ailleurs et on leur pose des questions ailleurs. Mais on a dû attendre donc que le projet soit approuvé par le comité éthique il y a 1 mois et demi. Et donc ce que nous présentons aujourd'hui, c'est surtout le cadre général du projet, le travail que nous avons fait en attendant l'approbation du comité éthique, à savoir, donc d'une part, la recherche bibliographique, la mise en place de l'enquête
du cadre de l'enquête en ligne, puisqu'on on mobilise plusieurs méthodes de recherche, et puis aussi les grilles d'entretien sur lesquelles on reviendra un petit peu. Donc, c'est surtout, on a pris le choix de vous le présenter aujourd'hui en sachant qu'il y a des gens dans cette salle qui sont des personnalités experts de sujets de l'immigration francophone pour aussi avoir vos commentaires et suggestions pour la suite de notre travail. Et donc, pour présenter un peu le plan de cette présentation, d'une part, donc, partir d'un constat enfin, sur les statistiques, l'analyse de l'évolution du nombre d'étudiants français au Canada, suivi par un travail que nous avons fait en attendant Ethics sur l'analyse des productions médiatiques, donc la presse canadienne et française, la manière dont ils abordent la question des mobilités estudiantines françaises au Canada, et suivi par une dernière partie où on vous présentera les pistes de réflexion possibles et problématiques pour la suite de notre recherche. Et donc, le suivant. Le constat, on vient d'en parler dans la présentation d'avant, c'est d'abord un nombre. C'est d'abord le constat que les étudiants français font partie des premiers groupes d'étudiants étrangers au Canada. Et on voit dans le premier graphe, vous voyez, en 2008, donc la France était le quatrième pays représenté par le nombre des étudiants français, des étudiants étrangers au Canada. Et en 2015, son rang a changé. La France est troisième. Évidemment, ce classement est affecté par l'augmentation du nombre d'étudiants étrangers d'autres pays, notamment les étudiants indiens et chinois. Mais ce qui était au début, ce qui est intéressant de voir notamment en 2015, c'est que la France se retrouve à côté de l'Inde, la Chine, en gros des pays du Sud émergents, qui évidemment par leur poids démographique pèsent plus sur le nombre d'étudiants étrangers au Canada, mais la France est aussi à côté de ces pays dans cette représentation très, je dirais, descriptive, en attendant voir la complexité de pourquoi en fait la France est située à ce classement. Le suivant. Next, please. Donc, si on regarde le nombre d'étudiants français entre 2000 et 2023, on constate l'accroissement relativement constant du nombre d'étudiants français au Canada, qui est passé de plus de 5 000 étudiants en 2000 à plus de 25 000 en 2023, qui place donc la France et les étudiants français parmi les premiers groupes d'étudiants. L'intensité du taux d'accroissement moyen annuel du nombre des étudiants varie en fonction des différentes périodes, de 4% entre 2000 et 2008, et puis ensuite de 12% entre 2015 et 2023, donc une période récente qui correspond à ce que vous disiez tout à l'heure dans votre présentation sur le nombre d'augmentation des Français de manière générale au Canada, ce qui nous encourage évidemment à nous intéresser à cette période en particulier, de 2008 à 2015, pour mieux comprendre ce taux, cette augmentation rapide du nombre d'étudiants, notamment, bon, on reviendra sur ces sujets, sur ce point, notamment le cadrage institutionnel entre la France et le Canada qui a permis ces mobilités croissantes. Alors, avec ce constat, notre objectif dans cette étude consiste à travers les enquêtes en ligne et les entretiens qualitatifs auprès des étudiants français au Canada,
ou actuellement étudiants au Canada ou qui ont été étudiants et qui travaillent dans le contexte canadien ou qui ont l'intention, donc depuis la perspective française, de quitter la France et de venir au Canada, de comprendre donc leurs motivations, leurs expériences et les conséquences de cette décision sur les trajectoires personnelles et les parcours professionnels. Aussi, l'objectif de notre étude est de comprendre les effets de cette décision, de ce parcours migratoire sur la constitution de ce qu'on appelle du capital humain, mais aussi du réseau, de constituer un réseau plus large, mais aussi évidemment le capital économique et la capacité. Est-ce que l'intersection de ces différents types de capital nous permet aussi de mieux comprendre leur motivation de départ, d'installation. Et puis l'expérience, on l'a appelé, je dois le corriger oralement, de retour. Mais par le retour, on entend aussi ce qu'on disait, c'est-à-dire est-ce que le Canada a un effet de tremplin pour un départ vers d'autres pays, notamment les États-Unis, mais aussi on était récemment aux Émirats, parce que Linda a mentionné l'effet de tremplin du Canada pour les États-Unis, mais on a vu aussi qu'il y a beaucoup de migrants canadiens qui vont, par exemple, dans les pays du Golfe. Alors ça, c'est surtout ça concerne moins les Français puisqu'ils ont un passeport français. Et pour d'autres, c'est aussi un effet, c'était juste par rapport aux commentaires de Linda tout à l'heure. Ça marche. Ça marche que quand c'est vertige. OK. Donc, avec les questionnements de recherche avec ces objectifs, pourquoi les étudiants français choisissent-ils d'étudier au Canada? Comment leur expérience varie-t-elle d'une province à l'autre, donc au Canada, en particulier entre le Québec et le reste du Canada? Et quel parcours après leur obtention de leur diplôme dans les établissements en France. Avec cette question qu'on avait eue en tête lors de discussions avec l'ambassade de France, parce que c'était une forme de presque de préoccupation pour la France de voir autant d'étudiants français partir et peut-être pas revenir, et qui était en fait dans nos discussions avec les institutions françaises, s'agit-il de la fuite des cerveaux pour la France? Est-ce que la France doit s'inquiéter de ce départ où on parle, et c'est la thématique, le sujet dont on a parlé ce matin et cet après-midi, aussi de la circulation des cerveaux. Est-ce qu'en fait, ces registres qu'on utilise souvent pour les pays du Sud émergents sont valables dans ce cadre-là? Donc, je passe la parole à Emma, qui va nous parler de cette analyse qu'on a fait de la production médiatique sur ce sujet. Bon, je parlais un peu. Bonjour, ok. Donc, en fait, là, on en est au stade où on a fait un rapport préliminaire sur les données publiques donc sur le sujet. D'abord, on a les données statistiques du ministère Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, donc IRCC. On a aussi beaucoup de documentation gouvernementale française et canadienne sur le sujet, donc par exemple des textes d'accords internationaux entre la France et le Canada, le Québec et le Canada beaucoup aussi, et puis les institutions universitaires. Et on a aussi du coup fait une analyse des articles de presse, de la presse française et canadienne sur le sujet entre les années 2000 et aujourd'hui. En fait, au final, il y a peu sur le sujet, donc ça permet plus de poser des questionnements pour la suite que d'amener à des conclusions, mais voilà ce qu'on a pour l'instant. Là, vous pouvez voir sur cette carte, on a représenté les données IRCC du nombre de Français titulaires des permis d'études canadiens qui sont rentrés en vigueur en 2005 et 2015. Et c'est par province de destination. Donc, où est-ce que ces étudiants vont
s'établir une fois qu'ils ont obtenu leur permis d'études. Donc, on pourrait imaginer que les dynamiques France-Canada sont majoritairement dues à des relations privilégiées entre deux nations, donc la France et le Canada. Mais en fait, on peut voir que c'est surtout une échelle régionale qui domine. Et il y a une démarcation québécoise très, très claire. Donc, on peut voir en 2015 qu'il y a plus de 10 000 étudiants français qui ont obtenu des permis d'études à destination du Québec, contre seulement 600 en Ontario, par exemple, qui est la deuxième province la plus importante. Le Québec se démarque non seulement par le nombre total d'étudiants, mais aussi par l'évolution. Donc, entre 2005 et 2015, il y a une augmentation de plus de 100% des permis d'études donnés à destination de cette province pour les étudiants français. Donc, c'est pas quelque chose qui est une surprise, comme ce dont vous avez parlé avant. C'est vrai que le Québec est quand même privilégié par l'immigration française en général. Et dans le cas des étudiants, cette prédominance du Québec, elle s'explique en partie par une relation privilégiée entre la France et le Québec, qui est une relation historique. Donc, il y a eu un accord en 1965 qui a posé une reconnaissance mutuelle des diplômes et qui a mis en place un cadre pour les échanges universitaires entre la France et le Canada. Puis en 1978, il y a eu un accord qui a fait que les droits de scolarité étaient égaux pour les Français et les Québécois dans leur pays de destination. Donc, par exemple, les Québécois en France avaient les mêmes frais de scolarité que les Français et les Français au Québec avaient les mêmes frais de scolarité que les Québécois. Donc, ça, c'est rapidement donc, la relation historique qui donne un contexte un peu à notre sujet d'étude aujourd'hui. Mais l'accord le plus récent, c'est un accord de 2015 qui s'appelle l'entente France-Québec. Et ça encourage la mobilité étudiante et ça prévoit des mesures pour faciliter l'accès aux universités québécoises pour les Français, notamment en établissant des bourses scolaires, etc., des financements, en mettant en place des échanges, surtout scientifiques, et aussi en reposant un cadre par rapport à ces droits de scolarité dont je reparlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, toujours, les Français ont un statut privilégié en termes de droits de scolarité au Québec. Et c'est assez intéressant si on compare cette entente Québec-France aux ententes qui ont été faites à l'échelle fédérale, donc entre le Canada et la France. Il y a bien eu un accord en 2015 entre le gouvernement canadien et le gouvernement français, mais c'est un accord beaucoup plus large et qui se focalise plus sur les mobilités jeunes de manière générale, donc plus les mobilités des cerveaux, des talents, donc comme ce dont vous parliez dans la précédente présentation. Mais cette entente Québec-France est bien spécifique aux étudiants et pas aux migrations de talents. Donc voilà, c'est la même année, il y a eu 2 accords avec 2 buts quand même rapprochés, mais quand même plus ou moins différents. Et on peut voir que on peut se demander si ça a vraiment joué sur les résultats et sur les trajectoires des étudiants français au Canada. D'ailleurs, donc toujours, c'est cette dynamique régionale qui domine. Donc, voilà, le gouvernement fédéral a un positionnement assez en retrait par rapport aux trajectoires des étudiants français au Canada. Et on a un autre partenariat régional qui est une étude de cas assez intéressante pour le Canada. Et ça, c'est le partenariat entre la province de l'Ontario et la région Rhône-Alpes en France. Donc, le programme ORA. Et il date de 1992. Et c'est un partenariat entre les universités. Donc, il y a 28 institutions en tout, 13 en Rhône-Alpes, et 15 en Ontario. Et ça permet de faire des échanges universitaires entre les deux. Donc, des Ontariens qui vont en France en échange et des Français qui vont en Ontario en échange dans ces universités. Et ça a assez bien marché. Par exemple, à titre d'exemple, l'Université d'Ottawa, qui est très impliquée dans ce programme,
a accueilli entre 2000 et 2010 78 étudiants français dans divers programmes, ce qui est un nombre assez élevé, pour une seule université, parce qu'on peut voir quand même que les universités en Ontario n'ont pas énormément d'étudiants français en général. Donc ça, c'est pour parler du coup de la géographie de ces mobilités. Et on peut voir donc que c'est vraiment ces dynamiques décentralisées qui dominent. Et du coup, ça demande des études de terrain plus poussées et des entretiens avec des acteurs à ces échelles régionales et locales, et de développer du coup un cadre conceptuel qui prend vraiment ça en compte, et pas comme une relation vraiment binationale France-Canada, mais regarder ces échelles plus minimes. Et ce qui aussi pose des défis, parce que c'est vrai que, par exemple, les institutions universitaires ne communiquent pas forcément entre elles le nombre d'étudiants français qui viennent. Donc, du coup, ça peut être un peu complexe. Voilà. Une autre partie de ce rapport préliminaire, donc, c'est l'analyse des articles de presse. Et on peut voir dans les articles de presse on peut retrouver cette dynamique selon les 3 périodes que Amine a évoquées. Et donc, je vais vous en parler par période. Donc, la période 2000-2008. Donc, entre la période 2000-2008, comme a mentionné Amine, il y a eu une évolution assez stable du nombre de Français au Canada. Durant cette période, la représentation des étudiants français au Canada dans les médias est assez sporadique, et c'est très, très concentré sur le Québec. C'est vraiment... les médias en parlent juste pour le public québécois. Et donc, ça se retrouve dans les rapports de Radio-Canada. Malheureusement, je vais devoir faire un peu rapidement. Par exemple, on a des rapports de Radio-Canada qui rapportent, par exemple, le fait que le Canada est le pays préféré des Français en 2003, selon un sondage qui a bien été fait en France par une compagnie française, mais ça a été rapporté au Canada, au Québec. Et il y a des discussions sur différents accords faits entre la France et le Québec. Donc, mais voilà, c'est vraiment concentré sur le Québec, cette relation dans les médias à ce moment-là. Du coup, next slide. Non, je viens de passer. Ah, j'avais pas vu, merci. Sur la période 2008-2015, donc c'est là qu'on voit la croissance la plus rapide du nombre d'étudiants au Canada, et ça se reflète quelque peu dans les médias. On voit que là, on trouve plus d'articles dans les archives françaises déjà, donc c'est pas que des articles dans les archives canadiennes et québécoises. On peut voir qu'il y a un rapprochement des relations. Donc, il parle beaucoup des partenariats qui sont faits entre différentes universités. Il y a, par exemple, cette présentation de tous les avantages que le Canada offrirait aux Français. Par exemple, le fait que il y a des bonnes opportunités pour les emplois. Et donc, ça, c'est souvent rapporté dans la presse française. Mais il y a aussi des débats au Canada, notamment au Québec. Il y a des choses intéressantes là-dedans. Donc, notamment le fait qu'énormément de Français ont une formation anglophone au Québec, donc viennent au Québec, mais pour étudier en français. Donc, ce qui crée des débats au Québec. Viennent étudier en anglais au Québec. Oui, donc à McGill, Concordia, etc. Ça veut dire le contraire. Ah, pardon. Voilà, donc, et puis après, sur la période de 2015 jusqu'à aujourd'hui, on parle toujours de manière très positive. Et là, c'est vraiment dans la presse française, et surtout que les avantages du Canada et des études au Canada sont avancés. Donc, voilà, je vais passer... Une femme. Les conclusions, Ouh là là. Alors je vais peut-être simplement essayer de résumer ce que j'envisageais de dire. Donc sur la base de l'étude qu'on a, qui est pour le moment une étude finalement sur le discours médiatique, ce qu'on analyse sur la base de ce discours médiatique, c'est un contraste entre le cadrage et donc les discours médiatiques opérés dans le cadre canadien
et les cadrages et discours médiatiques opérés dans le cadre français, avec, donc, pour le lier avec ce questionnement qu'on a dans la journée d'études sur les dynamiques de trajectoires complexes ou non, un décalage entre, d'une part, donc, une vision de l'étudiant français dans le cadre canadien qui est un candidat idéal pour l'immigration à long terme, et qui donc est cadré en lien avec la volonté d'encourager l'immigration francophone afin de renforcer l'importance de la langue française au Canada. Et de l'autre côté, la mobilité étudiante qui est conçue, cadrée dans le cadre français comme une mobilité donc, temporaire, avec vocation au retour. Et donc, ce qu'on voit se dégager dans le cadrage médiatique, c'est le soulignement de l'importance de la dimension académique, avec une sorte de modèle éducatif canadien qui est mis en évidence dans la presse française sur cette mobilité étudiante, et qui montre finalement le Canada comme une sorte d'échappatoire vis-à-vis d'un modèle éducatif français contraignant vis-à-vis, par exemple, de la prépa, des choses comme ça. Donc, ce qui nous intéressait là, c'était de mettre en contraste ces deux visions qui, en fait, relèvent, donc, reflètent des visions différentes de la complexité des trajectoires, dans l'occurrence des étudiants français au Canada. Merci beaucoup. Vraiment très intéressant votre exposé, d'autant plus qu'on suit de près ces développements, nous qui sommes en francophonie. Et d'ailleurs, Pierre Boyer ici a été représentant du gouvernement du Québec à l'époque dont vous parlez en France. Alors, peut-être qu'il voudra intervenir dans la discussion tout à l'heure. Un petit commentaire au sujet de votre exposé. Je pense que l'insistance sur les dynamiques régionales est tout à fait fondamentale parce que le Canada est un pays fédéral. Alors, il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale ici. L'enseignement supérieur est un champ de compétences provincial. Donc, c'est un très bon choix méthodologique que vous avez fait. Je pense que ça va vous épargner quelques soucis. Et très bonne illustration aussi du discours un peu paradoxal au Canada sur la migration temporaire et la migration permanente, et l'interaction complexe entre les deux, parce que quand on parle des francophones, on veut augmenter un poids démographique et en même temps, on est avec des catégories de migrants temporaires et on le sait, beaucoup de discrimination à l'égard des étudiants francophones qui veulent venir étudier au Canada. Peut-être moins les Français, surtout les Africains, mais là, il y a un écheveau de nœuds à dénouer qui... En tout cas, je pense que vous avez une recherche qui va nous aider à mieux comprendre justement cette complexité. Alors, notre dernier intervenant, Guillermo Candice, qui est mon cher collègue à l'Université de l'Ontario français, lui nous amène dans les pays du Sud global. Et on revient en fait à des discussions peut-être qu'on a eues ce matin sur la frontérisation. Guillermo va nous parler des frontières humanitaires dans les pays de transit du Sud global entre pratiques et limites. Alors, Guillermo, la parole est à toi. Merci Linda et merci aux organisateurs et organisatrices pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. Aujourd'hui, je vais vous présenter, en fait, c'est un travail qu'on a fait et on est en train de faire avec Tania Basok, chercheuse à l'Université de Windsor. Donc, voilà, c'est la première fois qu'on va les présenter en français. Alors, j'espère que ça va vous intéresser. Et donc, on change vraiment de façon radicale un peu l'angle, même si on continue à parler avec cette notion continuer à utiliser cette notion de transit. Mais moi, on va se situer plus sur le Mexique et le Costa Rica. Donc, je sais pas si tu peux mettre le PowerPoint. Et... Il est gelé. OK. As-tu la manette?
Mais je ne sais pas comment je suis vraiment au dos. Ben, je peux mais- le faire pour toi. Ouais, non, si ça tu va. Mais je peux le faire chez nos téléspectateurs. veux. Non, il ne veut pas. Il- Tu peux pas, can you maybe open the PowerPoint directly on your own computer? Bon, je vais arrêter. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas, Pourquoi? tu peux pas voler. Moi, on me demande d'être la méchante. Non, en fait, c'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur qui... Is the Non, il n'y a pas computer de notes, frozen? sinon on peut est-ce qu'on peut les passer? En fait, je crois que c'est l'ordinateur. Is the computer frozen? C'est frozen. It's the computer. C'est l'ordinateur le problème. Donc, Mais ici, on ferme Est-ce juste que- PowerPoint. Ouais, peut-être que je peux me connecter. Peut-être que je peux. Toi, tu peux partager sur ton Yeah. Mais peux-tu fermer? Vous pouvez fermer? Jonas, il est... Ah non, il est... on a jusqu'à 15h50. Quelle heure? Là, il est 14h50. On a jusqu'à Yeah, quelle yeah. heure pour... Ça vient à 16 heures. OK, donc on va Plus voir tard, ça. il faut qu'on partage. Oh. Le problème, c'est de connecter quelquefois, mais. Work? No. Yeah. But we don't need the USB. No. Okay. No, yeah. Bon. Non, mais ça marche pas. OK. Voilà, je vais commencer avec les cas théoriques, on va se dépêcher. Alors, d'abord, on va comprendre les frontières comme des processus, ok? Comme c'est le border work, donc pour traduire en français, des travaux de la frontière et des conflits. Donc, les chercheurs en études critiques sur les frontières ont identifié des différents acteurs. Tels que les gouvernements, les citoyens, les migrants, les organisations internationales, les agents de sécurité, les avocats, les défenseurs des droits des migrants, etc., qui tous contribuent un peu aux pratiques de frontiérisation. Donc, pour Hess et Kasperek, les relations sont contestées, cette relation entre ces différents acteurs sont contestées, sont conflictuelles, sont très instables. Donc, ces relations contestées et instables doivent être au centre de toute analyse de la frontière et de la politique de frontiérisation. Donc, dans cette présentation, on va se concentrer sur ce qu'on appelle la frontière humanitaire. Donc, c'est-à-dire les pratiques qui harmonisent, d'un côté, les discours humanitaires sur la sécurité des migrants, mais en fait, il harmonise avec les discours sur la sécurité des frontières. Donc, la sécurité sur les migrants, mais aussi sur la sécurité des frontières. Donc, il est fort pour le contrôle des frontières. Alors, nous analysons à la fois les collaborations et les tensions parmi des acteurs tels que le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, et donc les États nationaux, donc dans ces cas-là, le Mexique et le Costa Rica, et les organisations gouvernementales et les migrants aussi, les personnes migrantes. Donc, comme je vous disais, nous comparons deux pays, le Mexique et le Costa Rica. Au Mexique, nous avons un régime de protection humanitaire que nous considérons comme une pratique de frontiérisation, donc qui vise en fait à empêcher aux migrants
pas seulement aujourd'hui, le Mexique, c'est le scénario de circulation migratoire des gens qui viennent de partout dans le monde. Ce n'est pas seulement de l'Amérique centrale, maintenant l'Amérique du Sud, notamment le Venezuela, mais aussi on a des migrations extracontinentales, le Nigeria, l'Afghanistan, bon, le Cameroun, Pakistan, Chinois, etc. Donc l'idée, c'est en fait, de les empêcher d'arriver à la frontière avec les États-Unis, donc de poursuivre leur voyage vers les États-Unis. Donc, cela s'est consolidé en fait par la collaboration entre l'HCR, le Commissariat pour les réfugiés, l'État mexicain et ces institutions comme la Commission pour les réfugiés au Mexique, qui s'appelle la COMAR, et aussi l'Institut national d'immigration et tous ces agents de sécurité, ainsi que les organisations non gouvernementales qui reçoivent des fonds de l'HCR, qui sont financés par le Haut Commissariat pour les réfugiés ou l'OIM, par exemple, aussi l'Organisation internationale pour l'immigration. Donc, nous démontrons que malgré cette pression des organismes internationaux, des États-Unis et du gouvernement mexicain, malgré cette pression aux migrants pour accepter les nouvelles conditions, les personnes migrantes s'accrochent encore à, à leur rêve américain et transforment, ça c'est le plus important, transforment les pratiques de frontérisation en ressources pour la mobilité. Okay? Donc on va montrer comment. Au Costa Rica, l'autre commissariat aussi joue un rôle important en soutenant le régime de protection, donc en finançant le régime de protection des réfugiés et avec l'idée aussi de limiter le déplacement des personnes vers le nord, vers les États-Unis. Donc, je change de slide. Bon. Donc, aussi, les HCR jouent un rôle au Costa Rica et dans des autres pays de la région, mais au Costa Rica, précisément dans les programmes Mobilidad Segura, c'est Safe Mobility, c'est un programme américain c'est une sorte d'externalisation de l'asile, pas seulement de l'asile, sinon des autres types de permis humanitaires, comme s'appellent les paroles aux États-Unis. Donc, mais qu'il faut les demander à partir de, par exemple, le Costa Rica pour les cas des migrants vénézuéliens ou nicaraguayens. Donc, l'ACR, c'est un acteur fondamental à l'intérieur de ce programme. Donc, mais pourtant, ce qu'on a vu depuis 2022, l'État du Costa Rica n'est plus à servir comme État tampon, comme État buffer, comme dans cette relation avec les États-Unis. Donc, avec un changement de gouvernement, bon, je vais parler plus en détail après. Donc, ils ont fait un changement de gouvernement et ont introduit surtout des réformes qui vont à l'encontre des droits des demandeurs d'asile et ils essayent de chercher donc que ça impacte vraiment sur les demandeurs d'asile et aussi sur les migrants irréguliers. Donc, les gens essayent de trouver des autres solutions ailleurs ou rester dans l'irrégularité au Costa Rica. Donc, un peu le terrain de recherche, on était au sud du Mexique, notamment au Chiapas, à la ville de Tapachula. C'est une ville frontalière avec le Guatemala. Le printemps 2022. L'année passée, on était au Costa Rica. On a fait des entretiens avec 42 personnes demandeuses d'asile et aussi, bon, on a interviewé des organisations non gouvernementales et aussi on a interviewé des personnes qui travaillent pour les organisations internationales comme HCR, OIM, etc. Et en plus des rencontres informelles avec plusieurs acteurs sur le terrain. Donc, protection. Quand on parle de protection des réfugiés au Mexique, donc pour contenir ce mouvement vers la frontière américaine, les États-Unis ont exhorté le Mexique à fournir une protection humanitaire aux demandeurs d'asile, aux réfugiés, en espérant que cette personne voit ça comme une alternative au voyage aux États-Unis pour qu'ils restent au Mexique.
En effet, si on regarde les chiffres, depuis 2013, on observe une croissance exponentielle dans les demandes d'asile, alors qu'en 2013, il y avait seulement 1200, presque 1300 demandes d'asile. En 2022, on est rendu à presque 120 000 et en 2023, j'ai regardé les derniers chiffres, avant c'est 140 000. Déjà, vous voyez que la croissance est exponentielle, mais le flux est quand même stable. Donc, historiquement, le flux, c'est des millions de personnes qui traversent toutes les années par le Mexique. Donc, une grande partie de cette croissance, évidemment, peut être attribuée à l'assistance fournie par l'HCR pour développer toute cette infrastructure de refuge, toutes ces infrastructures pour soutenir le système d'asile au Mexique. Non? Et aussi des aides qui vont directement aux demandeurs d'asile. Donc, l'HCR octroie des aides directes aux demandeurs d'asile. Donc, si on regarde des chiffres par rapport au budget, donc il reçoit autour, en 2021, ils ont reçu presque 71 millions de dollars américains. Donc, les 77% de ce total viennent des États-Unis directement. Donc, et en parlant avec l'HCR, ils nous ont avoué directement que c'est eux qui payent les salaires de fonctionnaires qui travaillent à l'intérieur de l'agence pour les réfugiés au Mexique, la Comar. Donc, il est financé, formé, etc., par l'HCR, par les États-Unis via l'HCR. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette idée aussi de financer? Donc, il y a, nous trouvons trois raisons, en fait, pour lesquelles nous considérons que ce régime de protection humanitaire, c'est une forme de pratique de frontiérisation. Okay? D'abord, les demandeurs d'asile, quand ils déposent la demande d'asile, doivent rester dans l'État de Chiapas, donc au sud du Mexique, jusqu'à la fin de la résolution de leur demande. Donc, ils ne peuvent pas quitter l'État. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas quitter le Mexique, ils ne peuvent pas quitter l'État de Chiapas. Donc, ils sont obligés de rester au sud du Mexique parce que s'ils quittent l'État, leur demande tombe. Donc, ils perdent leur demande. Donc, ils sont obligés de rester là. Deuxièmement, ils sont obligés, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de temps dit dans la loi. Il faut résoudre les cas, en théorie, en 6 semaines, il doit y avoir une réponse, mais ça peut durer des mois et des mois et des mois avant d'y avoir une réponse. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes chez les demandeurs d'asile. Troisièmement, en attendant la décision, donc, de nombreux demandeurs d'asile connaissent des difficultés économiques car les emplois, c'est très rare. Donc, l'État de Chiapas, c'est l'État le plus pauvre du Mexique. Donc, nous, on a fait les entretiens à Tapachula. Tapachula, comme je disais, c'est la ville frontalière. Donc, c'est une ville de circulation historique aussi. Beaucoup de Guatémaltèques qui viennent travailler dans les cafés au sud du Mexique, etc. Il y a différents types de circulation. Donc, qu'est-ce qui s'est amené maintenant à cette concentration? C'est qu'il y a beaucoup de tensions dans la ville. Donc, il y a des émeutes, il y a des manifestations aussi. Les migrants s'organisent. Les demandeurs d'asile s'organisent, ils vont faire des manifestations devant l'Institut national d'immigration, par exemple, pour demander des papiers directement. OK? Donc, OK. Donc, et aussi, c'est que l'effet de les obliger à rester dans telles conditions, c'est une façon de les décourager aussi, non? C'est la politique de deterrence, c'est la dissuasion par attrition. C'est à un moment donné qu'ils se soient fatigués et ils abandonnent leur projet migratoire. Okay? Et donc, aussi, c'est important de dire que là, il y a certaines organisations non gouvernementales et des auberges pour migrants qui vont recevoir du financement des HCR. Et en fait, la condition pour que les migrants puissent se loger à à l'intérieur de ces auberges, c'est d'avoir déposé une demande d'asile. Donc, il y a certaines organisations qui vont recevoir du financement des HCR. Et en fait, la condition pour que les migrants puissent se loger à l'intérieur de ces auberges, c'est d'avoir déposé une demande d'asile. Donc,
historiquement, le Mexique a tout un réseau de auberges pour les migrants, des organisations de la société civile, qui c'est très important, qui c'est très solide, mais ils ne te demandent rien, aucun papier pour rentrer dans ces auberges. Notamment à Tapachula, il y a plusieurs, mais ceux qui ne sont pas financés par l'HCR sont dans des conditions déplorables. Mais l'autre, c'est magnifique. J'ai fait des terrains de recherche en 2015 sur les casas de migrantes, en fait. Et là, je voyais tout un dispositif de HCR avec des terrains de basket, avec même des chambres pour les chercheurs et chercheuses. Ouais. Donc, voilà. Il y en avait plusieurs. Et donc, j'ai passé longtemps à l'intérieur en vivant pour cette recherche et j'ai habité là. Donc, voilà. Tu peux accélérer un peu? Oui, c'est ça. Donc, mais malgré ces pratiques de frontiérisation visant à dissuader les migrants d'atteindre les frontières américaines pour demander l'asile, beaucoup continuent à s'accrocher à cette rêve américaine. En fait, ils transforment les pratiques de frontiérisation en ressources nécessaires pour surmonter ces obstacles à la mobilité. Donc, les migrants dans notre étude étaient bien conscients des difficultés et des risques de voyager à travers le Mexique sans documentation, sans papier. Donc, le risque des abus de la part des autorités, mais aussi le crime organisé. Et donc, ils reconnaissaient que demander le statut de réfugié au Mexique, même si cela l'était imposé par la Comar ou l'HCR, ou au moins obtenir un autre papier qui les migrants l'appellent visa humanitaire, mais c'est un visa pour des raisons humanitaires, c'est tout moyen de rendre leur voyage plus sûr. Donc, il attend d'avoir les papiers pour après continuer à voyager, donc vers la frontière. Donc, ils sont très conscients des risques contre les migrants en situation irrégulière qui traversent le Mexique. Donc, si on voit les nouvelles des kidnappings, des assassinats, des viols, des trafics humains, etc. Mais ce processus de demander le statut de réfugié au Mexique est considéré par les migrants comme une ressource nécessaire pour surmonter telle pratique de frontiérisation. Et donc, il y a un migrant qui est Clara, qui explique nous espérons quitter cet endroit, nous prévoyons obtenir la résidence permanente afin de pouvoir traverser le pays. Donc, obtenir la résidence permanente pour s'en aller. Donc, sans cela, nous risquons d'être expulsés. En se référant à la visa pour des raisons humanitaires, il y a un migrant qui l'appelait comme le green card. C'est le carnet vert. C'est le green card. Avec un green card, en principe, je peux traverser le territoire mexicain et c'est ainsi qu'on atteint la destination. Donc, le processus de demande du statut de réfugié, même s'il est incomplet, est utilisé comme une première étape vers une demande d'asile aux États-Unis, ce que nous appelons l'autonomie de l'asile. Donc, on s'insère dans cet courant théorique aussi, qui défie en fait la frontière humanitaire. Donc, pour finir avec le Costa Rica, donc, HCR, comme on disait, a mis en place des politiques de frontiérisation, par exemple, ce programme de Safe Mobility, mais je vais avancer, je mets quelque chose avant. Donc, mais historiquement, l'HCR a joué un rôle clé. Le Costa Rica a reçu des réfugiés, surtout de la guerre civile au Salvador, etc., historiquement. Mais depuis 2015, le nombre de demandeurs d'asile au Costa Rica a augmenté considérablement en fonction de la situation au Nicaragua et au Venezuela. Donc, ils commencent à recevoir beaucoup de demandeurs d'asile. Mais là, malgré le nombre croissant de demandes d'asile, l'infrastructure de protection des réfugiés est restée largement sous-financée. Donc, entre il y a 2018 et 2021, 107 000 personnes, voilà les chiffres qui sont sur l'écran, ont demandé un statut régulier par les biais de demande d'asile et seulement 5 000 personnes se sont accordées. Donc, il y a aujourd'hui, pour résumer, 70% des demandes d'asile n'étaient pas traitées. Donc,
Donc aussi, l'HCR finance les ONG. Les ONG sont comme des agents des HCR. Nous, on a interviewé ces ONG. Il y a 9 ONG qui travaillent au Costa Rica sous le financement du HCR pour donner des informations aux migrants et aussi pour donner des allocations aux migrants et demandeurs d'asile. Donc, cependant, en 2022, il y a un changement très important. Donc, il y a un changement de gouvernement. Il y a un discours xénophobe, donc qui appelle au nationalisme, etc. Et ils vont mettre en place un décret qui a tout changé, donc qui a redéfini l'éligibilité pour demander l'asile et réduit les droits des réfugiés. Par exemple, une des mesures, c'était qu'il fallait demander l'asile dans les 30 jours de notre arrivée. Donc, on arrive et on avait 30 jours pour le demander. Si on dépassait ce temps-là, on n'avait pas le droit de demander l'asile. Donc, aussi, un autre élément, c'était la question des pays sûrs. Donc, ils ont déclaré que si tu peux passer avant par un pays sûr, et tu n'avais pas le droit de demander l'asile. Il faut savoir que pour le Costa Rica, le seul pays non sûr, c'était le Nicaragua. Avant, par exemple, dans le cas des Vénézuéliens, ils pouvaient venir par avion et demander l'asile au Costa Rica. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont imposé en 2022 visa pour les Vénézuéliens. Donc, ça a obligé les personnes du Venezuela à traverser le Darien. Donc, la jungle du Darien pour l'Amérique centrale. Donc, ça a un effet assez important. Voilà. Et selon les nouvelles règles aussi, il n'y a plus, avec la demande d'asile, avant, tu avais un permis de travail qui était attaché. Aujourd'hui, il faut faire une demande de permis de travail à part 3 mois après. Je suis sur la fin. Et 3 mois après qu'on fait la demande d'asile. Et il faut avoir, pour ceux qui connaissent un peu la réalité au Canada, des permis fermés. C'est une sorte de permis fermé qu'on octroie. Donc, il faut avoir un employeur qui nous offre, avec une offre de travail, et cet employeur doit être une personne, soit être une personne physique, une entreprise ou une autre personne, mais on ne peut pas travailler pour notre compte. On ne peut pas demander le permis de travail pour, je ne sais pas, développer un business ou vendre des choses, etc. Donc, voilà. Et après, un autre élément, c'est qu'ils ont créé une catégorie temporaire. Donc, comme on voit partout dans le monde, les catégories temporaires pour traiter les questions de demande d'asile. Donc, ils ont créé cette catégorie de résidents temporaires, que c'est pour 12 ans seulement. Et c'est une sorte de permis de travail. Mais il faut, même si la loi le dit comme ça, mais si tu obtiens ces catégories temporaires, ta demande d'asile, tu renonces à ta demande d'asile. Donc, tu gardes un statut seulement temporaire. Donc, bon, le gouvernement a justifié ça comme parce que les migrants étaient des migrants économiques. Bon, les discours qu'on connaît un peu partout. Donc, même si l'HCR, dans les entretiens, a critiqué ces décrets, mais ils ne pouvaient pas le faire ouvertement et donc ils étaient obligés de collaborer avec le gouvernement. Alors, pour résumer, en fait, pour conclure, donc, en soulignant que les frontières doivent être comprises comme des interactions contestées, inestables entre les migrants, les gouvernements, les organisations internationales, les ONG. Nous avons utilisé 12 études de cas dans cette présentation pour illustrer en fait comment les pratiques de frontiérisation sont mises en question par les migrants qui cherchent à affirmer leur autonomie, ainsi que par les États. Donc, dans ce cas-là, par l'État de Costa Rica, qui cherche, entre guillemets, à protéger leur population contre, entre guillemets, les menaces économiques et sécurité attribuées aux migrants et aux demandeurs d'asile. Merci beaucoup. Il est 15h12 et Amine me dit qu'on va partir à 15h20. Alors, je m'excuse. 15h30 ou plus tard. C'est-à-dire qu'on a l'autre talk à 16h. Donc, si on partait ici à 15h30,
OK. Le temps d'arriver là-bas. Alors, on va essayer d'être... D'accord. Alors, écoute, merci beaucoup, Guillermo. Merci à tous les conférenciers, conférencières, tous les gens qui ont participé aujourd'hui à ce dialogue, en fait, sur l'immigration complexe. Pour poursuivre ce dialogue, moi, j'aimerais savoir s'il y a des concepts aussi qu'on peut mettre ensemble. Alors, je pensais au concept d'Anna du retour avec celui de territorialité itinérante chez MD. J'ai pensé aussi, quand on parle des Français, je trouve ça intéressant, notamment dans votre exposé, que vous n'avez pas du tout parlé des accents comme un facteur de privilège. Moi, je n'ai pas l'accent français, donc c'est sûr que pour moi, ça peut m'interpeller davantage parce que l'accent français est vu comme le bon français. Et ici, pendant longtemps, on a refusé d'embaucher des Québécois comme enseignants parce qu'on n'avait pas le bon français. Alors, ça, c'est des choses c'est assez intéressant de voir comment, quand on cherche les facteurs, qu'il y a tout un ensemble de facteurs à essayer de contrôler. Et tout ça pour dire que, justement, aujourd'hui, on a vu comment ces questions de facteurs, les typologies qu'on cherche, permettent d'entrer différemment dans le phénomène migratoire. On a la perspective plus large, qui est tout à fait essentielle, celle des acteurs, les rapports de force, les événements que Mehdi nous a présentés. On a la perspective aussi, on le voit dans le texte de Guillermo, on parle des politiques aussi, on voit comment les politiques structurent des catégories, construisent des catégories. Et après, nous, les chercheurs, on reprend ces catégories sans toujours toutefois les interroger. Parfois, on les interroge et on les reconstruit. Alors, notre rôle, quand même, dans ce débat est assez important, mais on voit bien les différents points d'entrée. Et ce que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a la voie du Sud global, en fait, dans la redéfinition des catégories. On se retrouve à donner une plus grande place aux épistémologies du Sud. Et là, ça revient à ce que disait Yacine ce matin. On va décentrer, on va décoloniser la recherche. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a eu un bel exemple de pratiques de décolonisation de la recherche qui viennent complexifier aussi notre objet. Non seulement le décentrant, et là je fais écho à tout ce que Sophia nous a présenté, à Franck aussi, avec Yacine, l'approche ethnographique devient quand même assez importante. Je sais que dans mon domaine, en politique linguistique, en sociolinguistique, l'approche ethnographique est assez dominante. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point dans les études migratoires, c'est un courant dominant, mais nous, on essaie aussi de le déconstruire. Alors, quels sont les débats chez vous? La dimension infrapolitique devient très importante aussi dans la réflexion et tout le thème des subjectivités. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que si on veut faire un travail un peu binaire, malheureusement, les politiques qu'on critique, on pourrait dire que ce sont des politiques froides, rationnelles et utilitaires par rapport aux différents discours qu'on a entendus aujourd'hui, qui se transforment presque en plaidoyer aussi pour écouter l'autre. Ce qu'on fait très peu finalement quand on est seulement dans le cadre des politiques. Et là, je reviens à ce que Mehdi nous a dit ce matin, on est dans une relation asymétrique. Et la question qui se pose, c'est quelle réponse aux asymétries et comment est-ce que les catégories de décentrement que vous nous avez tous proposées aujourd'hui nous permettent aussi de construire un contre-pouvoir. Donc, non seulement de faire avancer les connaissances, mais si on veut faire avancer les politiques, à quel type de contre-pouvoir est-ce qu'on a aujourd'hui contribué ou participé? Alors, moi, je vous lancerai ces défis et j'invite aux questions et à Jérémy qui n'a pas eu le temps de tout finir. Alors, peut-être, Jérémy, tu voudrais prendre la parole. Non, mais est-ce qu'on peut peut-être prendre plus de questions? Oui, on peut prendre plus de questions. Puis il y en a peut-être dans la boîte de conversation. C'est toujours conservation, mais c'est conversation. Mehdi? Oui. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Quand j'étais
j'étais très intéressé par beaucoup de choses nouvelles pour moi. Et cette subjectivité qui intervient, y compris par le son, par l'intonation. Si on commençait, on rentre dans l'intelligence artificielle. On rentre absolument dans un choix absolument improbable. À partir de quand on choisit tel et on refuse tel, et donc ça fait des. Je suis très étonné par le privilège de la blanchité. Jusqu'à ce matin, j'entends des négritures. C'est la première fois que j'entends le blanchité plus des privilèges. Chez nous à Marrakech, par exemple, entre autres, on voit beaucoup de blancs. Mais on ne dit pas blanc parce qu'il y a des Marocains qui sont blancs, absolument blancs, comme un Anglais, comme un Irlandais. On dit des migrants blancs, yeux bleus. Et tous les migrants blancs, yeux bleus sont considérés comme des touristes, alors même qu'ils pourraient être des migrants irréguliers. Ils pourraient être mais comme c'est donc c'est un privilège absolu, quasiment un physique, puisque il n'y a pas de délit de faciès, on ne contrôle personne, et ils peuvent passer là des dizaines d'années sans que personne ne s'aperçoive d'eux. Je reviens à la notion Anna, de ce transit ou migration-retour. Je peux parler aussi de migration tremplin. Migration tremplin, on vient là au Canada, on vient aux États-Unis d'Amérique, on fait un enfant ou on devient national, on a le passeport pour y en file, on s'en va. C'est une migration pour la liberté. Parce qu'une fois, on ne les voit plus, ces migrants. On en a beaucoup au Maroc qui sont devenus canadiens, qui sont devenus américains et qui ne mettraient plus les pieds au Canada, qui ne mettraient parce qu'ils ont un passeport et puis ils peuvent circuler. Et pas seulement des personnes qui peuvent être à la retraite, mais là, je t'en ai parlé tout à l'heure, tout à l'heure Amine a parlé d'Abu Dhabi, c'est tout plein de milliers de personnes, d'étudiants jeunes, qui viennent d'avoir leur diplôme, la trentaine, 40 ans, c'est-à-dire des jeunes qu'on est en train de se bagarrer pour. Mais ils ont quitté le Canada pour ne plus revenir. Parce qu'ils ont des conditions telles de vie qu'il n'y a plus. Donc, c'est une migration tremplin, c'est une migration à passeport pour avoir une liberté la liberté de circuler à partir d'un passeport. Et d'ailleurs, les Canadiens ont un peu compris ça. Il y a une décision qui a été prise au mois de mai dernier pour faciliter l'arrivée des Marocains. On se dit, tiens, c'est des gens qui viennent puis qui repartent, ce n'est pas la peine d'avoir des visas. Pas... Désormais, pour les Marocains, il suffit d'avoir une déclaration qu'on vient au Canada pour ne plus avoir de demande de visa, ceux qui demandaient énormément de temps. Donc, ça peut pousser à un questionnement auprès notamment des Européens. Le mot caucasien, je ne l'ai jamais entendu, à part dans les fiches de police. Un type caucasien, je ne vois pas ce que c'est, alors que le Caucase, on est de l'autre côté de là. Donc, c'est des choses, mais c'est intéressant comme élément d'analyse sur ce type de privilège. Pour Amine et nos amis, Emma, Jérémy, je pense qu'il y a besoin pour vous, puisque vous démarrez ce sujet, comment vous trouvez que 5 pays, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, qui n'est pas un rien, la France et les États-Unis d'Amérique soient parmi les plus représentés par leurs étudiants. C'est improbable. On pensait que c'est les Nigérians, c'est les Marocains, c'est les Algériens. Et puis là, vous avez ces pays-là, il doit y avoir une justification, il doit y avoir une raison quelconque. Et par ailleurs, ces pays-là ne font pas partie du Sud. Ça fait partie globalement d'une approche stratégique globale, on dit Sud global, mais la Chine n'est pas un pays du Sud. La Corée du Sud n'est pas un pays du Sud. Ce sont des pays émergents, bien évidemment. Ce sont des pays. C'est juste en termes conceptuels, c'est un terme de. Ça n'est pas un pays du Sud. Ça n'est pas. Souvent, ces derniers temps, j'entends, tiens, les pays occidentaux, dont le Japon. Le Japon n'est pas un pays occidental. Les pays occidentaux, évidemment, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais c'est aussi les pays du nord-ouest de l'océan Atlantique. Mais ce sont évidemment des pays qui ne font pas partie du Sud, même si le sud de l'Inde fait partie un peu du Sud, mais on est dans une approche plutôt géostratégique et politique qu'une approche en termes politiques. Mais le principal sujet là, c'est de savoir pourquoi ces gens viennent au Canada, aussi nombreux que ça. Puis un petit sujet sur ce que vous avez dit, Amélie et Jennifer. Vous avez dit que l'Ontario attire parce qu'il y a plus de liberté, plus d'ouverture, mais il y a le volet économique qui est fondamental. Absolument fondamental. Et si l'Ontario n'apparaissait pas comme cette province qui gère, qui est le cœur économique du Canada, évidemment, beaucoup resteraient à Montréal ou à Québec ou iraient ailleurs. Pour Guillermo,
On peut mettre dans le discours humanitaire Frontex et l'OIM. Là, sous prétexte de protéger les vies des noyades en Méditerranée. Évidemment, vous avez le discours, mais vous avez le fait. Le discours est le fait, mais la réalité, elle est celle-là. C'est une participation à un contrôle. Évidemment, on avance le volet humanitaire, mais on a dans le fond. Et je pense que on pourrait proposer, je t'en avais déjà parlé lorsque tu étais au Maroc, un sujet à débat, cette comparaison entre le couloir africain migratoire qui passe par le Maroc et voir en quoi le Maroc constitue pour tous ces organismes et toutes ces instances ce goulet qu'il faut rendre comme un goulet véritablement d'étranglement, et ce qui se passe au Mexique. Et ce serait intéressant de voir cette analyse en termes politiques, humanitaires, géostratégiques et en termes aussi de prospective, de recherche pour le futur. Merci. Ben, merci beaucoup. Il est 15h22. Je suis tellement désolée de vous bousculer, mais vous pouvez dire à Amine la prochaine fois. C'est la faute. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, commentaires? Les gens à qui on pose des questions, est-ce que vous voulez intervenir à l'écran? Est-ce qu'on a des questions? On n'a pas de questions? Ben moi, je peux poser une question méthodologique. Oui. Les choix méthodologiques, pourquoi Montréal? Ça, c'était un choix c'était un choix plus pragmatique. En fait, à la base, on avait juste, c'était vraiment un choix pragmatique. J'étais à Toronto, John était à Montréal et on voulait faire des entretiens. Mais ça s'est avéré, donc c'était ça. C'était le choix pragmatique. C'était la modalité. Il y avait pas. Mais bon, non, mais il y a d'autres raisonnements derrière. Le premier, c'est que dans notre recherche, on a ce grand projet qui s'appelle le sécularisme en mouvement. Et dans ce projet-là, ce qu'on essaye, c'est vraiment de questionner la division qu'il y a beaucoup dans la littérature, surtout en études religieuses, mais aussi en sciences sociales, qui sépare le Québec du reste du Canada. Donc, on essaye de réfléchir et questionner ça. On n'est pas en train de dire que ça n'existe pas, mais on est juste en train de questionner cette division pour voir est-ce que ça... Et donc, c'était aussi un des prémices derrière, c'était l'idée de voir ces Français qui viennent à Toronto et qui viennent à Montréal. Est-ce que c'est le même parcours? Est-ce que c'est les mêmes envies? Est-ce qu'ils ont la même vision du Canada ou du Québec, ou est-ce que c'est différent? Il s'avère que c'est quand même, dans les parcours qu'on trouve, c'est quand même assez différent. Et ce qui est intéressant, c'est que nos participants reproduisent cette idée que le Québec est différent de l'Ontario, dans les deux cas. Donc, ici, beaucoup vont nous dire « Ah non, moi, je ne vais pas aller au Québec. Le Québec, c'est pas multiculturel. Moi, j'aime l'Ontario parce que c'est cette idée de multiculturalité. » Et on a la même chose au Québec où ils vont dire « Ah non, non, je ne mettrai pas le pied à Toronto. » Moi, pour moi, être au Québec, c'est cette in-between entre la France et... Donc c'est intéressant. Donc, on revoit ces imaginaires qui se jouent. Donc, voilà, il y avait un côté pragmatique et puis un côté plus... C'est ça, non? Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Ça prend le micro, puis après, il y a Amine qui veut le micro. C'est juste une petite question par rapport à la migration française au Canada, notamment au Québec. Est-ce que la devise canadienne ne pose pas un souci par rapport aux Français, par rapport aux motivations, en le comparant avec l'euro? Donc, donc ça pose, je crois que ça pose un souci par rapport à... un euro, c'est $2000. Donc, parce que c'est moins fort. Pour plus de Français, pour plus d'Européens au Canada. Voilà, peut-être. La devise, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire la Oui. Mais l'euro est plus cher que le dollar, c'est bien plus cher que le dollar canadien. Tu peux gagner 2000 euros en Europe et 3000 dollars ici, qu'est-ce que la différence? Ça ne serait pas 2000 en tout cas, ça serait différent. Oui, Bon, en tout cas, oui, juste un commentaire très rapide pour Amélie et Jennifer. En fait, à partir du moment où on mobilise la notion de privilège,
et on parle en effet des catégories de population qui sont privilégiées, nos rapports éthiques changent en fait par rapport à nos interviews. Et moi-même, je travaille toujours sur l'élite iranienne ou sur des gens qui avaient un pouvoir économique important. Le travail d'Amélie Laurent sur les Français aux Émirats arabes unis, dans son introduction, elle explique qu'elle a dû mentir, elle a dû être une autre personne. Et en fait, du coup, on se permet de parler des stéréotypes, on se permet de mobiliser ces stéréotypes-là sans trop se poser de questions parce qu'ils sont supérieurs. Enfin, qu'ils sont supérieurs, c'est-à-dire qu'ils sont privilégiés. Donc, juste, et ce n'est pas une critique parce que je suis toujours face à cette, et notamment dans le contexte canadien de politiquement correct, comment faire quand on travaille sur l'élite? C'est le fondement de la notion de double standard. Oui. Anna, tu veux le dernier mot? Merci à tout le monde. C'était, je crois, le fait qu'on finit avec autant de questions, ça démontre qu'on a eu des papiers très intéressants et à continuer. En fait, moi, je vais vous inviter, lorsque notre observatoire en immigration francophone va être bien installé, à poursuivre aussi cette discussion dans le cadre de nos futures activités. Merci.